Il change de configuration en émettant des pseudopodes et ces pseudopodes, grâce à ces pseudopodes, des spicules ou des pseudopodes, donc les plaquettes peuvent s'agréger entre elles. Donc les récepteurs, ce sont des récepteurs glycoprotéines 2B3A, donc en intercalant à l'intérieur donc une fibrine. La fibrine donc va jouer le rôle d'un pont entre les deux plaquettes qui va essayer de maintenir donc deux plaquettes collées entre elles. Et on avait dit qu'une fois qu'il y a rupture de l'endothélium, les plaquettes vont se fixer sur le tissu sous-endothélial, c'est-à-dire grâce aux fibres de collagène. D'un côté, elles sont chargées négativement, elles sont chargées positivement. Les plaquettes sont chargées négativement donc par des forces électrostatiques. Donc, les plaquettes vont adhérer au tissu sous-endothélial. De même, on a des récepteurs spécifiques des plaquettes aux cellules sous-endothéliales. Donc, le tissu sous-endothélial renferme le facteur de Van Willebrand et les plaquettes ont des récepteurs pour ce facteur. C'est le récepteur 1B, 1B59, c'est glycoprotéine 1B95. Et donc, les plaquettes vont adhérer au tissu sous-endothélial, donc ce qu'on appelle l'adhésion des plaquettes au tissu sous-endothélial, puis vous avez l'agrégation des plaquettes. Donc, l'activation des plaquettes se fait par la sécrétion des granules, l'ADP, la thromboxane A2. Comment on va inhiber cette agrégation plaquettaire? On avait dit, premièrement, sur la thromboxane A2, en empêchant les plaquettes de sécréter cette thromboxane A2. Comment on va empêcher la sécrétion de la thromboxane A2? Eh bien, en inhibant une enzyme à l'intérieur des plaquettes qui est la cyclooxygénase. Cette inhibition de la cyclooxygénase se fait par l'aspirine. Donc, l'aspirine va inhiber la thromboxane A2, la synthèse de la thromboxane A2, et donc va inhiber une des voies d'activation des plaquettes. L'activation des plaquettes, je rappelle, c'est l'extériorisation des récepteurs spécifiques des plaquettes et la modification de la configuration des plaquettes. D'une forme discoïde, ils vont prendre une forme avec des spicules. Donc, on a vu que les thromboxanes A2, c'était l'aspirine, donc inhibait la cyclooxygénase. Par conséquent, il inhibait la formation, la sécrétion de la thromboxane A2. On avait dit que cette inhibition, elle était irréversible parce que les plaquettes ne renferment pas de noyau. De même, on a les plaquettes sécrètent aussi de l'ADP. Donc, l'ADP qui va se fixer sur ces récepteurs spécifiques au niveau des plaquettes pour les activer. Donc, l'inhibiteur de l'ADP, on avait vu que le récepteur de l'ADP, c'était les glycoprotéines 2B3A. Donc, les glycoprotéines 2B3A. Donc, d'un côté, on a des molécules qui vont se fixer d'une manière irréversible sur ces récepteurs de l'ADP. Ces molécules, on avait vu les chefs de file, ce sont les thiénopéridines. Les thiénopéridines, donc, qui vont se fixer sur le récepteur P2Y12. Donc, en se fixant sur le récepteur P2Y12, donc c'est une fixation qui est irréversible. Les deux médicaments qu'on a vus, des thiénopéridiniques, on avait vu qu'il y avait le clopidogrel qui se présente sous forme de comprimé de 75 mg. En phase aiguë d'infarctus du myocarde, donc il est donné en dose de charge. Cette dose de charge donc varie de 300 à 600 mg, 308 à 600 mg en bolus. Et la dose d'entretien, c'est un comprimé par jour, tous les jours. C'est des comprimés, je vous ai dit, de 75 mg. Par la suite, on a le prasugrel ou l'Effiant qui est commercialisé en Europe, mais pas chez nous. La même chose, il va se fixer. La différence entre le clopidogrel et le prasugrel, on avait dit que le prasugrel donnait des métabolites rapidement. En 2 heures déjà, il peut avoir ces métaboliques qui est transformé au niveau du foie et dans son principe qui est actif, qui va donc se fixer sur les récepteurs P2Y12. On a vu qu'il y avait une autre molécule aussi,
c'était comment il s'appelle? J'ai oublié le nom, son nom. Donc, on avait le prasugrel, le clopidogrel et pardon. Ticagrelor. Voilà, le ticagrelor, oui. Donc, le ticagrelor, donc, lui ne va pas agir, il ne va pas se fixer sur les récepteurs P2Y12, mais il va inhiber la transduction du signal des récepteurs, donc du signal du récepteur de ce récepteur P2Y12. OK. Pardon. Voilà, donc on revient à notre plaque. Et bon, vous voyez, parce que ces médicaments qui ne sont pas disponibles en Algérie, donc qu'on ne l'utilise pas de manière routinière. Pour vous dire que le ticagrelor a été utilisé chez nous en Algérie une fois, il y avait une grande étude, c'est l'étude Atlantique, pour voir le bénéfice de ticagrelor dans le syndrome coronarien ST+, parce qu'il agissait beaucoup plus rapidement et on avait dit que c'était un anti-agrégant plaquettaire réversible. L'action tau était réversible. Ça, c'est un petit rappel pour les anti-agrégants plaquettaires qu'on a vu. Donc, le deuxième chapitre qu'on a vu après les anti-agrégants plaquettaires, on avait parlé de l'héparine. Donc, l'héparine, on avait dit qu'elle est un polysaccharide, donc il est constitué d'un peptide et d'une partie d'un pentasaccharide qui se fixe sur l'antithrombine. On avait dit que l'antithrombine avait une durée de vie qui était très brève, de l'ordre de maximum de 2 à 5 minutes, et en se fixant, donc le complexe héparine-antithrombine 3, donc il se fixe par son récepteur spécifique, il va augmenter la durée de vie de l'antithrombine 3 qui va passer à 17 heures. L'antithrombine 3, bien sûr, fixe le facteur 2A et le facteur 10A, donc 2A et 10A. C'est pour ça, lorsqu'on veut doser l'activité de l'héparine non fractionnée, parce qu'on avait dit qu'il y avait deux types d'héparine, l'héparine non fractionnée et l'héparine de bas poids moléculaire. Donc, il va donc il va fixer les deux facteurs de la coagulation. C'est pour ça, quand on veut doser l'activité de l'héparine, on va doser l'héparine non fractionnée, on va doser l'activité anti-10A qui se traduit par le TCK ou le TCA. Donc, chaque fois que vous faites le TCK ou le TCA, vous dosez l'activité anti-2A. Donc, rappelez-vous, donc on dose l'activité de l'héparine non fractionnée par le TCK ou le TCA qui doivent être 1,5 fois à 2 fois le témoin. Bien sûr, on a essayé par la suite, on a vu les héparines de bas poids moléculaire. Vous voyez, donc les chaînes, elle est beaucoup plus courte. Donc, elle se fixe aussi sur l'antithrombine 3, mais le complexe antithrombine 3 héparine va se fixer d'une manière sélective sur le facteur 10A. Donc, l'activité anti-10A, elle est beaucoup plus importante que l'activité anti-2A. Donc, c'est pour ça que l'héparine de bas poids moléculaire, on ne peut pas doser son activité par le TCK, mais on doit doser son activité par l'activité anti-10A. Donc, j'espère que vous avez compris la différence entre le TCK et l'activité anti-10A. Pour l'héparine, on peut doser l'activité, bien sûr, anti-10A. Mais c'est plus simple de faire le TCK
il est plus simple de réaliser un TCK ou un TCA que faire le dosage de l'activité anti-10A qui est un peu plus cher que le dosage de l'activité anti-10A. Donc, avec l'héparine de bas poids moléculaire, on ne peut pas doser l'activité de l'héparine de bas poids moléculaire par l'activité anti-2A, c'est-à-dire par le TCK ou le TCA, mais on ne peut faire que le dosage de l'activité anti-10A quand elle est utilisée, je vous ai dit, à titre curatif. Bien sûr, à titre préventif, on n'a pas besoin de doser l'activité anti-10A, mais à titre curatif, vous êtes dans l'obligation de doser l'activité anti-10A quand vous utilisez l'héparine de bas poids moléculaire. Enfin, il y a un autre type d'héparine qu'on appelle les héparanoïdes. Ce sont des héparines de synthèse. Comme vous voyez, on ne fabrique que les sites actifs de fixation. Eux aussi, ils ont une action anti-10A directe, donc qui se fixe sur l'antithrombine. Donc, on rappelle, dans les héparines, on a les héparines non fractionnées, extraites donc d'organes d'animaux. On avait dit que c'est l'essoration des intestins de porc. On a parlé des héparines voilà, qui complexes et donc qui forment des complexes antithrombine, héparine antithrombine 3 qui peuvent se fixer l'activité anti-10A ou anti-2A. Donc, ils fixent le facteur 10A ou 2A pour l'inhiber, bien sûr. Donc, on dose son activité par le TCK qui, lui, en fait, dose l'activité anti-2A. Par contre, l'héparine de bas poids moléculaire, on avait dit, donc, c'est des chaînes de petits poids moléculaires. Bien sûr, l'héparine non fractionnée, on avait vu deux types d'héparine, l'héparine calcique et l'héparine sodique. L'héparine sodique, elle est administrée par voie intraveineuse et l'héparine calcique ne peut être administrée que par voie sous-cutanée. On avait dit que l'héparine ne traversait pas la barrière placentaire et que son action était immédiate, utilisée quand on veut traiter immédiatement parce que l'action commence dans les 2 heures. Les héparanoïdes, donc, ils ne sont pas utilisés chez nous, donc ils ont une activité sélective sur l'antithrombine 3 et ils ont une activité anti-10A. Alors que l'héparine de bas poids moléculaire ont surtout une activité anti-10A, une faible activité anti-2A. Donc, si on veut doser leur activité, on doit doser l'activité anti-10A. J'espère que vous avez compris ce schéma, le mécanisme d'action de l'héparine, les effets, bien sûr, secondaires de l'héparine. La première conséquence, bien sûr, c'est l'hémorragie. On avait vu la thrombopénie induite par l'héparine. C'est pour ça qu'il faut doser 2 fois par semaine les plaquettes pendant 3 semaines, puis 1 fois par semaine. Idéalement, on avait vu l'ostéoporose, on avait vu l'urticaire, et on avait dit enfin que idéalement l'héparine doit être utilisée en courte durée. Il faut préconiser le lever précoce ou bien la substitution rapide par un anticoagulant par voie orale qui sont les antivitamines K. Voilà, ça c'était un petit rappel. Avant de commencer les antivitamines K, j'aimerais bien savoir si vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier. J'espère, bon, c'est vrai, c'était un cours qui était très, très, très lent, mais j'espère que vous avez pu réviser et bon, voir les points que vous n'avez pas pu comprendre ou bien assimiler. Bon, là, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on peut entamer directement les antivitamines K. Je ne vais pas revenir sur la cascade d'activation de la coagulation par les facteurs de la coagulation qui sont en majorité donc des kinases, des protéases qui circulent dans le sang sous forme inactive dans le plasma et qui sont activées grâce à une cascade enzymatique qui commence par la kallikréine, le facteur 12 et le collagène par exemple, le kaolin qui peut activer toute surface. Donc, une fois qu'il y a une brèche vasculaire, on a le facteur tissulaire qui se met en contact avec le facteur 7. Le facteur 7, lié, une fois qu'il sort le facteur tissulaire donc de la brèche vasculaire, il va se mettre en contact avec le facteur 7 qui va l'activer, puis activation du facteur 10, et on voit c'était la voie commune entre la voie exogène qui incrimine le facteur tissulaire et la voie endogène qui commence par le facteur 12 activé, qui aboutissent à la transformation donc de fibrinogène soluble en fibrine insoluble qui va entourer, qui va former un filament qui va entourer les plaquettes.
Donc, les facteurs de coagulation qu'on avait dit, donc, on a des facteurs qui sont synthétisés, bien sûr, au niveau du foie. Au niveau du foie, la vitamine K intervient au stade terminal de la synthèse d'au moins 4 facteurs de coagulation. Vous avez le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10. Bien sûr, elle inhibe aussi, la vitamine K intervient aussi dans la fabrication des facteurs anticoagulants, entre autres la protéine C et la protéine S. En fait, la protéine S est un cofacteur de la protéine 6. Ce sont des inhibiteurs donc de la coagulation. Donc, la vitamine K, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle intervient au stade terminal pour former un complexe calcium-phospholipide qui va avoir la capacité donc de transformer ces facteurs qui ne sont pas actifs en facteurs actifs. Donc, en leur faisant acquérir la capacité de se complexer avec le calcium. Parce que pour pouvoir transformer une protéase inactive en protéase active, il faut qu'elle soit capable de fixer le calcium. Et la vitamine K oxydase va intervenir dans cette transformation. C'est pour ça, quand il n'y a pas de vitamine K, par exemple, quand il y a un phénomène de cholestase ou une insuffisance hépatique, le foie va libérer des facteurs de coagulation qui ne sont pas capables de fixer le calcium et donc de transformer les protéases actives en protéases non actives. Et ces facteurs qui sont circulants, qui servent à rien, ce sont des facteurs de coagulation anormaux. On les appelle les PIVK, Protein Induced by Vitamin K Absence. Donc, pour l'activation enzymatique des facteurs de la coagulation, la présence de phospholipides et de calcium est obligatoire et celle-là ne peut se faire qu'en présence de la vitamine K. Bon, ça, on l'a déjà dit. Et là, vous voyez le cycle de la carboxylation. Elle va subir donc la vitamine K, une oxydation puis une réduction qui va permettre donc la transformation de la protéase qui va lui permettre donc de fixer le calcium et être active. Donc, qu'est-ce qu'ils font les antivitamines K? Eh bien, un petit rappel, les antivitamines K ont longtemps utilisé dans le passé, on les appelait les morora, donc on les utilisait pour leur action raticide, c'est-à-dire pour tuer les rats. On a remarqué, donc, quand on les utilisait, ces antivitamines K produisaient des hémorragies digestives. Puis, on s'est intéressé à leur mode d'action et c'est là qu'on a vu que les antivitamines K inhibent le cycle de régénération de la vitamine K au niveau hépatique et inhibe la synthèse des facteurs vitamino-K dépendants de la coagulation. Il y a les facteurs procoagulants, qui est la prothrombine, la proconvertine, le facteur anti-hémophilique B et le facteur de Stewart. Et des facteurs anticoagulation, c'est la protéine C et la protéine S. Donc, leur délai d'action, il est retardé. Pourquoi leur délai d'action quand on donne les antivitamines K? Eh bien, il faut attendre que les facteurs de la coagulation qui sont actifs, qui circulent dans le plasma, soient éliminés. Et en général, ça va aller de 24 à 72 heures. Donc, les nouveaux facteurs, les PIVK, qui vont circuler dans le sang, qui sont inactifs, donc vont venir remplacer les facteurs de coagulation qui existaient déjà dans le plasma et qui sont actifs. C'est pour ça que leur délai d'action est retardé. Ils n'agissent pas directement. Ils ont une bonne absorption orale, donc on peut les utiliser par voie orale. Enfin, ils ont un passage transplacentaire à l'inverse des héparines, donc il faut être prudent dans leur utilisation chez la femme enceinte. Vous allez voir qu'il y a une conduite à tenir particulière lorsqu'on les utilise chez la femme enceinte. Donc, leur demi-vie d'action et d'élimination, elle est variable, elle dépend des individus. Donc, elle est influencée donc par l'individu, influencée par l'équilibre alimentaire et par les interactions médicamenteuses. Donc, on a différents types d'antivitamines K. On a les antivitamines K qui ont une durée de vie qui est courte, dont nous utilisons, nous, en Algérie. C'est l'acinocomarol ou le Cintran. Donc, sa demi-vie, elle est de 8 à 9 heures. La durée d'action, elle peut aller jusqu'à 86 heures.
il se présente sous forme de comprimé de 4 mg, c'est le Syntran, ou bien comprimé de 1 mg, c'est le mini-Syntran. Donc, c'est le seul antivitamine K utilisé en Algérie, malheureusement. Alors que toutes les études cliniques et les preuves, si vous prenez n'importe quel article, on va vous parler de la warfarine. La warfarine est l'antivitamine K de référence. Pourquoi? Parce qu'il a une demi-vie qui est lente. Vous voyez, contrairement au Syntran, elle est de 35 à 45 heures. Donc, elle se présente sous forme de comprimé de 2 mg et de comprimé de 10 mg. Donc, on a les antivitamines K de demi-vie courte ou intermédiaire, tels que le Syntran ou l'acénocomarol, et les antivitamines K qui ont une demi-vie longue, tels que le Préviscan, le thioclomarol ou la warfarine, comme a dit. Je vous ai dit qu'il y a une forte interaction médicamenteuse des antivitamines K. Il y a des médicaments qui augmentent leur effet anticoagulant et au contraire, il y a d'autres médicaments qui diminuent leur effet anticoagulant. Les médicaments qui potentialisent leur effet anticoagulant, bien sûr, leur chef de file, premier, si on vous demande quel est le médicament qui augmente leur action, ce sont les antiagrégants plaquettaires qu'on a vu tout à l'heure. Parce que les deux, ils ont une action sur la coagulation, ils empêchent la coagulation. Donc, pour vous rappeler rapidement, donc, sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine et les anti-agrégants plaquettaires. Par la suite, vous pouvez vous rappeler l'amiodarone, qui est facilement retenu parce qu'en général, on va vous demander de citer 2 médicaments qui potentialisent ou bien 2 médicaments qui inhibent. Les inhibiteurs, rappelez-vous, ce sont surtout ceux qui inhibent donc l'absorption les chélateurs de la bilirubine. Si vous avez fait votre module de gastro, on vous a parlé de la cholestéramine. Donc, elle est facilement, vous pouvez la retenir facilement. Vous avez fait aussi votre module de pneumo, vous vous rappelez bien de la rifampicine. De même, vous avez les barbituriques et l'éthényl-ostradiol. Donc, c'est des techniques pour vous rappeler des médicaments qui potentialisent et des médicaments qui inhibent. Vous retenez 2 de chaque, normalement, ça doit suffire. Parce qu'on ne peut pas apprendre tous les médicaments. Et en tout cas, dans tous les cas, chaque fois que vous prescrivez un antivitamine K, vous êtes dans l'obligation de demander un INR. L'INR, c'est le test par lequel on évalue l'efficacité ou l'activité des antivitamines K. Je vous ai dit aussi, on avait vu qu'il y avait une interaction médicamenteuse, mais il y a aussi une interaction alimentaire. Il y a les aliments, surtout qui sont riches en antivitamine K. Là, je vois une question. Bien sûr, les corticoïdes, docteur Germit, les corticoïdes augmentent l'action des antivitamines K, potentialisent l'action des antivitamines K. Le tegretol, par contre, il diminue l'action des antivitamines K. Cela dit, ce n'est pas une contre-indication leur association. On peut les associer, mais je vous ai dit, une fois que vous les associez, vous êtes dans l'obligation de demander votre INR pour vérifier votre fenêtre thérapeutique. Je vais revenir un peu plus tard sur cette fenêtre thérapeutique. Donc, les aliments qui sont riches en vitamine K, ils diminuent bien sûr l'action des antivitamines K, tels que les betteraves, les abats. Il faut faire très attention aux abats, les carottes, les haricots, pissenlits, les choux verts. Mais en général, on ne peut pas infliger à une personne, lui dire ne mange pas. J'avais une étudiante qui a vu le patient dont j'étais obligé de le mettre sous traitement antivitamine K. Ben, elle est allée le voir, il ne faut pas manger tous les légumes verts, sont contre-indiqués. Sa sœur qui m'appelle, affolée, donc est-ce qu'il mange, il ne peut rien manger? Bien non. C'est se conseiller à le patient de garder son régime, d'avoir un régime régulier et la dose d'antivitamine K sera adaptée en fonction de son INR. Il ne faut pas qu'il change ses habitudes alimentaires, mais tout en lui disant, faire attention, voilà, ces aliments, ils peuvent diminuer l'action de l'antivitamine K. Et donc, si vous prenez trop, par exemple, le tabac, surtout chez nous dans les fêtes, il faut le lendemain, 2 jours à 3 jours, il faut faire votre INR pour voir si vous êtes dans la fenêtre thérapeutique. Et c'est pas la peine de lui dire qu'il ne faut pas prendre tel ou tel aliment. Il faut l'informer sur les aliments qui diminuent l'action des antivitamines K et
sans lui interdire. Maintenant, on revient à comment surveiller un traitement par les antivitamines K. Bien sûr, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'INR. L'INR, c'est quoi? C'est l'International Normalized Ratio. C'est quoi? Bien, c'est la surveillance, comme je vous ai dit, in vitro, contrairement à in vivo. Donc, dans le tube, je vous ai dit, et dans la réalité, c'est pas la même chose. Dans le tube, c'était le in vivo. Et vous voyez la cascade qui commence par le facteur 12, qui active le facteur 11 et ainsi de suite. Alors que la voie endogène fait intervenir le facteur tissulaire qui va se fixer sur le facteur 7. Et si vous vous rappelez bien dans votre cours d'hémato, on avait dit que la voie exogène était évaluée par le TQ. Eh bien, le TP, l'INR, ce n'est rien d'autre que le TQ du malade sur le TQ du témoin. Donc, s'il vous plaît, quand vous devez surveiller le traitement par les antivitamines K, ne me parlez pas de TP ou le TQ, c'est la même chose. Ne me parlez pas de TP, mais d'INR. La surveillance du traitement par les AVK se fait par l'INR. L'INR, c'est quoi? C'est le TQ de malade sur le TQ du témoin, le tout élevé à la puissance EASY. EASY, qui n'est rien d'autre que l'index de sensibilité internationale, c'est en fonction des réactifs qu'on utilise. Donc, sa valeur, elle vient avec le réactif et donc vous pouvez le calculer facilement. Donc, on a vu que la surveillance de l'héparine non fractionnée se faisait par le TCK. La surveillance de l'héparine de bas poids moléculaire se faisait par l'activité anti-DISA. Et bien, les antivitamines K, la surveillance de leur activité se fait par l'INR. Voilà, donc cette INR, la fenêtre thérapeutique, elle est très étroite en fonction de la pathologie. On a l'INR cible. Par exemple, en cas d'embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde, l'INR cible est entre 2 et 3. En cas de prothèse valvulaire, bon, là, j'ai mis 3 et 4, mais actuellement, grâce au progrès de la recherche, on a des prothèses de nouvelle génération et l'INR cible peut être entre 2,5 et 3,5. Donc, vous voyez que la cible thérapeutique, elle est très étroite de l'INR. Si vous êtes au-dessus de la cible thérapeutique, vous exposez votre patient au risque thromboembolique. Eh bien, si vous dépassez votre cible thérapeutique, la fenêtre thérapeutique, vous l'exposez au risque hémorragique. Maintenant, quand on a un patient, rappelez-vous bien, quand je vous ai dit, si vous devez anticoaguler rapidement un patient, ce que vous devez faire, c'est le mettre le plus tôt possible sous héparine. Pourquoi l'héparine? Parce qu'elle a une action immédiate. 2 heures après, on peut doser le TCK quand il s'agit de l'héparine non fractionnée. Eh bien, aussi, je vous ai dit qu'il ne faut pas mettre le patient sous héparine au long cours pour éviter ses effets secondaires, entre autres la thrombopénie induite par l'héparine. Donc, il faut faire le relais par les AVK le plus tôt possible et l'INR tous les jours ou tous les 2 jours, selon le type d'AVK qu'on utilise. Chez nous, c'est l'acénocomarol, c'est tous les 48 heures. Et adapter la dose de votre INR en fonction, bien sûr, on dit qu'il faut donner le quart du comprimé le moins dosé. Par exemple, l'acénocomarol ou le 500, c'est des comprimés de 4 mg. On va lui donner 1 mg. On va commencer par 1 mg et tous les 2 jours, on va augmenter de 1 mg. On va lui donner un quart. On attend 2 jours. Si l'INR, par exemple, il vient à 1,3, on passe à la moitié, c'est-à-dire 2 mg, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une dose cible, 2 INR consécutifs à 24 heures d'intervalle qui sont supérieurs ou égales à 2. Une fois qu'on a obtenu ces INR supérieurs ou égales à 2, on peut arrêter l'héparine et continuer à ajuster la dose de votre antivitamine K. La valeur, docteur Farraj, la valeur de l'INR dépend de la pathologie pour laquelle vous avez utilisé l'antivitamine K. Par exemple, si vous avez une thrombophlébite, ah oui, ça, vous faites bien de me rappeler, quand vous avez une thrombophlébite, l'INR, elle est entre 2 et 2,5, pas plus. Par contre, si vous avez une prothèse mécanique, l'INR cible doit être beaucoup plus importante. Elle va aller de 2,5 jusqu'à 3,5. Donc, la valeur normale, l'INR normal est égal à 1. C'est le témoin. Parce que c'est un rapport, le TQ du malade sur le TQ de témoin. Normalement, il n'y a pas de différence entre les deux. Je vous dis que c'est un rapport qui doit être égal à 1. Et chaque fois que le TQ du malade augmente, l'INR augmente.
Parce que c'est un rapport. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous dis. Là, j'ouvre une parenthèse, s'il vous plaît, vous faites bien de me rappeler, les antiagrégants plaquettaires sont donnés pour éviter la thrombose artérielle. On ne va pas donner les antiagrégants plaquettaires pour une thrombophlébite, pour un problème veineux. Pour les problèmes veineux, on donne les antivitamines K ou bien l'héparine. Donc, rappelez-vous bien, les antiagrégants plaquettaires sont utilisés dans la thrombose artérielle, rupture de plaques, d'athérosclérose et tout ce qui s'ensuit, alors que l'héparine et les antivitamines K, on les donne pour les problèmes veineux, mais aussi pour la fibrillation auriculaire et pour les prothèses, les antivitamines K, bien sûr je parle, pour les prothèses et pour la fibrillation auriculaire et pour l'existence de thrombus intravégé. Mais dans les autres cas, si vous avez un thrombus artériel, on ne va pas donner les antivitamines K ni l'héparine. On va donner les antiagrégants plaquettaires. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que j'ai vu, quand je corrigeais certaines copies, on parle de thrombophlébite, on me dit on donne de l'aspirine. L'aspirine, c'est pas dans la phlébite, c'est pas, parce que la phlébite, c'est quoi? C'est l'inflammation de la veine. C'est une veine. Dans les veines, on donne l'héparine ou l'AVK. Mais dans les vaisseaux, par exemple, une plaque carotide, l'infarctus du myocarde, c'est artériel. On donne les antiagrégants plaquettaires. Ça, c'est une notion très importante que vous devez comprendre. C'est vrai, j'ai pas insisté sur ça parce que pour moi c'est évident, mais c'est pas évident, c'est vrai. Donc c'est une très bonne question qui m'a fait rappeler de vous dire ça. Et s'il vous plaît, essayez de retenir. Et j'aimerais pas voir dans vos copies quand vous parlez d'un problème artériel de l'AVK et quand un problème veineux, les antiagrégants plaquettaires. Donc, antiagrégants plaquettaires égale artériel. Héparine AVK égale veine. J'espère que je me suis bien fait comprendre. S'il y a des questions, bien sûr, vous me les posez. Je suis là pour vous. Donc, je termine ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'héparine est arrêtée une fois que vous avez obtenu un INR supérieur ou égal à 2. Une fois qu'il dépasse la valeur de 2, ou 2, il arrive à 2, vous le refaites le lendemain pour vérifier que vous êtes toujours à 2. Là, vous pouvez arrêter votre héparine et continuer à adapter la dose. Si vous avez besoin d'un INR à 3,5, bien sûr, vous allez encore augmenter la dose, mais après avoir arrêté l'héparine. Parce qu'on estime qu'à 2, le patient, il est déjà protégé. Et donc, c'est pas la peine de les associer parce que si on les associe, on augmente le risque hémorragique. Rappelez-vous bien, le problème avec ce traitement anticoagulant, c'est l'hémorragie. L'association de deux anticoagulants expose au risque hémorragique. Il y a toujours Dr Framla, que je remercie, qui participe activement avec moi. Elle me dit, mais docteur, pourquoi on donne l'héparine aussi dans le syndrome coronarien aigu et c'est artériel? Oui, on donne l'héparine parce qu'il ne faut pas oublier que le patient est alité quand il fait un infarctus. Le patient ne bouge pas. Et quand vous vous rappelez bien la triade de Virchow, quand au niveau veineux, c'est l'immobilisation, l'augmentation, la brèche vasculaire, l'immobilisation, facteur de coagulation, et qu'ils aboutissent à la thrombose veineuse. C'est pour ça qu'on doit donner l'héparine dans le syndrome coronarien. Mais c'est un peu aussi complexe. On le donne aussi pour les artères coronaires, mais ça, c'est dans un contexte. Mais rappelez-vous, quand on donne le Lovenox, par exemple, on donne l'héparine de bas poids moléculaire, aussi pour lutter contre la thrombose, parce que c'est une thrombose à la phase aiguë qui est très importante, très active. OK? Mais cette notion, je ne veux pas entendre ou voir dans vos copies qu'un problème veineux, vous lui donnez des antiagrégants plaquettaires. C'est la chose que j'aimerais pas voir. Merci encore, Dr Framra, pour votre participation et j'espère que les autres participent aussi, pour que je ne sois pas en train de parler dans le vide. Donc, on continue je continue avec mon exposé. La surveillance du traitement, donc il faut que le patient soit muni d'un carnet de surveillance. Pourquoi le carnet? Pour dire pourquoi il prend le traitement anticoagulant, parce qu'on pourra adapter la dose de l'INR cible, on ne sait pas quelle dose. Carnet de surveillance, pour savoir le type d'antivitamine K qu'il prend, et la pathologie pour laquelle il prend son antivitamine K. On met aussi le nom de son médecin traitant en cas de problème, pour l'appeler et lui demander pourquoi, je ne sais pas le problème, s'il y a une interaction médicamenteuse, pourquoi vous l'avez associé. Donc, la carte du traitement anticoagulant,
et réaliser donc le contrôle de l'INR une fois tous les 2 jours pour l'acénocumarol. Une fois qu'on a atteint la dose cible, on la contrôle le lendemain, puis une fois par mois. On va voir sur ça sur la séance opérée du corps. Les contre-indications. Les contre-indications au traitement par les antivitamines K, c'est la grossesse au cours du 1er et 3e trimestre. On va voir que ce n'est pas une contre-indication absolue, mais c'est une contre-indication relative. Pourquoi elle est contre-indiquée au cours du 1er trimestre de la grossesse? Mais parce que au cours du 1er trimestre, il y a ce qu'on appelle l'organogénèse, la formation des organes du fœtus. Et si les antivitamines K pénètrent, traversent la barrière placentaire, donc ils peuvent entraîner des malformations fœtales. Et pour le 3e trimestre de la grossesse, eh bien, pourquoi il est déconseillé? Parce que c'est au moment de l'accouchement, bon, on est amené à faire des épisiotomies, à opérer, et vous avez vu que leur action, bien sûr, voilà, docteur Jouadi, merci, c'est ce qu'on appelle l'effet tératogène au cours du 1er trimestre. C'est la malformation fœtale, ce qu'on appelle l'effet tératogène. Donc, c'est au moment de l'accouchement, il faut que la patiente soit sous traitement héparinique. Pourquoi? Il suffit de 2 heures de temps que l'action de l'héparine disparaisse. Donc ça, on va voir ça aussi sur la surveillance d'un patient opéré du cœur, la gestion des traitements antivitamines K au cours de la grossesse. Les femmes qui allaitent, sauf la comadine, qui ne traverse pas, qui ne va pas au niveau du lait. Attention chez les sujets indisciplinés. Ce que j'appelle par sujet indiscipliné, c'est un sujet qui a une insuffisance mentale. Si c'est une personne qui a une insuffisance mentale, si vous le mettez sous traitement AVK, eh bien, il peut pas savoir la dose, il peut prendre n'importe quelle dose, il peut mourir par une hémorragie. Vous allez voir les complications qui sont graves. Ils sont en général mortels si on ne sait pas prendre notre dose et respecter la dose. D'ailleurs, le traitement par les antivitamines K, il est utilisé dans un but d'autolyse, de suicide. Donc, si vous voyez que cette personne ne peut pas prendre correctement son traitement antivitamine K, par exemple, cette personne elle fait des oublis, elle a des oublis, l'Alzheimer ou là, donc ça devient une contre-indication, surtout si elle vit toute seule. Donc, il faut faire attention quand vous donnez ce traitement par les antivitamines K. Il faut que le patient soit bien entouré. Et bien sûr, les patients qui font des chutes à répétition, c'est une contre-indication au traitement antivitamine K. Donc, il faut faire très attention sur les sujets. En général, vous allez voir dans votre routine de praticien que vous allez recevoir beaucoup de vieilles qui sont polymédiquées, avec un problème de rhumatisme, problème de diabète, problème de tension et je ne sais pas quel autre problème. N'oubliez pas les interactions médicamenteuses. Bien sûr, vous n'allez pas lui contre-indiquer son traitement, mais par contre, vous allez vous lui dire, chaque fois qu'elle prend son traitement, il faut faire l'INR pour voir s'il y a eu une interaction et vous ajustez la dose de votre antivitamine K. La chose que vous devez apprendre, faire un INR quelques jours après toute modification thérapeutique. Il faut bien expliquer à votre patient, chaque fois qu'il a une nouvelle ordonnance, il est dans l'obligation de faire son INR. Ça, c'est une obligation. Les complications du traitement par les antivitamines K, bien sûr, la première complication à laquelle on s'attend, ce sont les complications hémorragiques. La nécrose cutanée, vous allez voir, elle ne se voit pas avec tous les antivitamines K. Les hémorragies sous AVK se voient 5 à 7%. Facilité, surtout s'il y a une lésion sous-jacente. Je reçois beaucoup de patients qui sont sous AVK. Ils viennent me dire, docteur, j'ai fait des métrorragies, docteur, j'ai fait une hématurie, docteur, j'ai fait une rectorragie. Eh bien, la première des choses que je fais, c'est que je demande une formule pour voir le retentissement de ce saignement sur le sang. Bien sûr, est-ce qu'il y a une anémie? Il n'y a pas d'anémie. Mais surtout, je demande l'INR. Si mon INR est dans la cible thérapeutique, il n'y a pas lieu de s'affoler et ce n'est pas les antivitamines K qui sont incriminés. Il faut rechercher une lésion sous-jacente. Par exemple, si vous avez une hématurie, vous devez rechercher un cancer de la vessie. Si vous avez une métrorragie, il faut rechercher un cancer de l'utérus. Si vous avez des rectorragies, il faut rechercher un cancer du rectum ou du côlon.
Si vous avez des hématémèses, il faut voir en haut, faire une fibroscopie gastro-duodénale, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas vous alarmer, il ne faut pas incriminer d'emblée les AVK. Vous demandez une formule, vous demandez votre INR et vous voyez. Si votre INR il est dans la cible, il faut toujours rechercher une cause secondaire. Il ne faut pas oublier que chez les sujets âgés, ils ont une fragilité capillaire et ce sont des patients qui saignent facilement. Je me rappelle encore, faire très attention aux interactions médicamenteuses. Bien sûr, si on a une hémorragie sous AVK, il faut demander aux patients qu'est-ce que vous prenez comme traitement. En général, ils oublient, ils prennent d'autres traitements. Et c'est pour ça qu'on dit que il faut pas prendre les antiagrégants plaquettaires. Par exemple, c'est une vieille mimique qui a mal aux articulations, elle va prendre du Voltaren en pommade et elle ne sait pas que même en pommade, il pénètre dans le sang et ça potentialise l'action des antivitamines K. Donc, tout traitement, actuellement, je viens de lire un article parce qu'avant, quand le patient a des maux de tête, on lui disait de prendre du paracétamol. Eh bien, même le paracétamol potentialise l'action des AVK. Ceci dit, c'est vrai qu'on ne doit pas prendre les ANS, mais pour le paracétamol, même s'il potentialise l'action des AVK, il suffit juste de demander l'INR après 2 ou 3 jours de prise du paracétamol et vous voyez s'il y a une grande interaction ou bien il n'y a pas d'interaction et vous adaptez la dose de votre AVK en fonction de votre INR. Il ne faut pas affoler le patient, ni vous affoler et vous dire quel autre moyen que je peux utiliser. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En cas maintenant de surdosage par les antivitamines K, je vous ai dit, on l'utilise parfois dans un but suicidaire d'autolyse. Donc, s'il y a un saignement qui est abondant, on donne les PPSB. Je vais vous rappeler un cas malheureux que j'ai vu dans ma pratique quotidienne. C'est une patiente qui était sous Syntran commercialisé par Novartis. C'est le seul anticoagulant malheureusement disponible en Algérie. Eh bien, le pharmacien, il lui restait encore des comprimés. Le pharmacien, il lui a donné un générique du Syntran. Je ne me rappelle plus le nom qu'ils ont donné à ce générique. Et la pauvre mémé ne savait pas faire la différence. Elle ne savait pas, ou le pharmacien ne lui a pas expliqué que c'était de l'acénocomarol. Eh bien, elle prenait du Syntran Novartis et elle prenait en même temps le Syntran générique. Bien sûr, elle ne savait pas, le pharmacien n'a pas joué son rôle en lui substituant la molécule mère par un générique. Elle a fait un accident hémorragique cérébral et elle est décédée. C'est juste pour vous dire le cas grave de surdosage des antivitamines K. Donc, pour le décès de cette femme, bien sûr, il y a la responsabilité incombe au pharmacien parce que le médecin traitant, il a mis du Syntran et en pensant, il avait pas. C'était pas ma patiente pour vous dire, c'est pas moi qui a prescrit l'antivitamine K. Mais le pharmacien, quand il lui a donné le générique, il aurait dû lui expliquer que voilà, ça c'est le générique de ce traitement, il faut pas les prendre de. Et ça arrive souvent, ça c'est un conseil que je vous donne, ça arrive souvent que les pharmaciens se trompent ou donnent des génériques sans faire attention, parce qu'en général c'est des vendeurs qui sont au niveau de pharmacie et c'est pas des pharmaciens. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on a une hémorragie active importante, on donne le PPSP. C'est-à-dire, on essaie de donner des facteurs de coagulation qui sont actifs, pas de PIVCAM. Mais une chose est à retenir, qu'il ne faut pas s'attendre à un effet immédiat. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des facteurs qui sont inactifs qui circulent. Donc, leur action va être retardée. On vous dit qu'il faut donner la vitamine K. C'est bien de donner la vitamine K, mais son action va prendre du temps. Si l'INR est supérieur ou égal à 6, donc on donne 1 mg. C'est des ampoules en général, la vitamine K, c'est des ampoules de 10 mg. On donne 1/10 d'ampoule par voie orale ou intraveineuse, dans une perfusion du sérum en intraveineux. Si l'INR est inférieur à 6, il faut diminuer la dose. En fait, ce qu'on fait dans la pratique quotidienne, on demande est-ce qu'il y a un saignement, est-ce qu'il y a une hémorragie, est-ce qu'il y a une douleur abdominale. S'il n'y a rien, eh bien, on demande au patient d'arrêter la l'antivitamine K quand il est supérieur, bien sûr, à 6 et de refaire l'INR le lendemain, chaque jour, jusqu'à obtenir un INR dans les normes. Puis, on essaie d'adapter la dose dans notre AVK.
Bien sûr, il faut rechercher toujours la cause de décompensation. Pourquoi il y a cet accident aux AVK? Je vous ai donné un exemple, c'est le surdosage, mais on peut voir un patient qui prend l'effet des ondes le plus fréquent. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer le patient le rôle du traitement de l'antivitamine K. Bien sûr, si vous lui dites si ça dépasse la dose, donc le risque c'est l'hémorragie. Sinon, s'il ne prend pas, eh bien c'est le risque thromboembolique. Donc, il faut que il faut bien expliquer à votre patient les risques et les conséquences, un carnet de surveillance et l'automédication. Il y a même en Europe, il y a des macarons qu'ils collent sur les vitres de leur voiture pour dire patient sous AVK et ils doivent avoir obligatoirement une carte de groupage en cas de saignement pour que la transfusion puisse se faire rapidement. Maintenant, que faut-il faire en cas de chirurgie chez les patients qui sont sous Que faut-il faire? Est-ce qu'il y a des propositions? Voilà, j'ai une réponse. Arrêter. Non, c'est simple d'arrêter. Relais par héparine, oui. Donc, Darajé, il me dit arrêter et Dr Hajar me dit relais par héparine. Euh, Arrêter, non, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas arrêter d'une manière brutale pour une chirurgie. Eh bien, toujours, il faut comprendre. Il faut bien comprendre la question. En cas de chirurgie, il faut différencier deux cas de figure. Soit il s'agit d'une chirurgie urgente. Eh bien, vous n'allez pas arrêter l'antivitamine K. Il est toujours sous antivitamine K. Eh bien, il faut agir comme s'il s'agit d'une hémorragie sévère, c'est-à-dire soit vous lui donnez du PPSB, soit vous le transfusez et vous l'opérez en urgence. On ne peut pas attendre. Par contre, si il s'agit d'une chirurgie programmée, non urgente, on peut faire le relais par l'héparine. Comment il faut faire? Il faut bien sûr arrêter les antivitamines K et surveillance quotidienne de l'INR. Une fois que l'INR descend moins de 2, on prend le relais par l'héparine et par la suite, quand on décide de faire la chirurgie, il faut arrêter l'héparine 2 heures avant la chirurgie programmée. Est-ce que vous avez saisi? Et bien sûr, reprendre votre héparine le plus tôt possible. Donc, Dr Daraj et Dr Hajar, les deux ont répondu. Si on les combine, c'est une réponse qui est juste, mais malheureusement, si on ne les combine pas, c'est une réponse qui est fausse. Donc, la réponse, c'est deux cas de figure. Chirurgie urgente, je vous en prie, Dr Daraji. C'est une chirurgie urgente, donc il faut l'opérer en urgence, transfuser le patient, lui donner le facteur de la coagulation, même s'il faut lui donner du sang total pour lui apporter des facteurs de la coagulation. Bon, c'est une embolie pulmonaire, par exemple, chirurgicale, un patient qui a fait un plâtre, qui n'a pas bougé, qui n'a pas eu de prophylaxie de l'embolie pulmonaire, on va le mettre sous traitement APK pendant 6 mois et on arrête. Par contre, si c'est une cause permanente, par exemple, si le patient a une fibrillation auriculaire, eh bien, c'est le traitement anticoagulant à vie. Docteur Djerbah Houssam me dit, docteur, les AVK sont un traitement. Non, il me dit, docteur, j'ai pas compris le principe de relais des AVK. Eh bien, je vous ai dit, pour les AVK, il faut les arrêter. Vous arrêtez, par exemple, si les sous-symptômes, vous arrêtez le symptôme et vous surveillez son INR. Symptôme aujourd'hui, il revient demain, je lui fais l'INR, après-demain, je fais l'INR, demain, il était à 3, par exemple, après-demain, il est à 2, le lendemain de l'après-demain, il me vient à 1,9 place, moins de 2, il est à 1,9, je lui donne de l'héparine.
soit l'héparine calcique, soit l'héparine sodique, peu importe. Ça dépend où le patient il est dans quelles conditions. Je le mets sous héparine, bien sûr en vérifiant son TCK. Je vous ai dit que l'héparine non fractionnée, c'était le TCK. Obtenir un TCK une fois et demi à 2 fois le témoin. Le TCK en général, témoin, il est de 30 secondes. Donc, j'ai 70 ou la 90 secondes. C'est bon pour moi. La chirurgie, elle est programmée demain à 9 heures. Eh bien, je lui dis, il ne faut pas lui faire son injection d'héparine 2 heures avant. J'arrête 2 heures avant l'héparine pour le préparer à ma chirurgie. Docteur Davaji me dit, ça dépend de la récidive. La récidive de quoi? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez me poser la question, m'expliquer? La récidive de thrombose. Bien sûr, c'est en fonction de l'indication. Docteur Boussis me dit, mais après le relais, il y a toujours le risque d'hémorragie. Quel risque d'hémorragie? Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de risque d'hémorragie. Il est sous héparine. Bien sûr, s'il s'agit d'une chirurgie urgente, on l'opère, Dr Khawla Bradaï. Dr Bradaï, vous l'opérez en urgence. En urgence, je vous ai dit, quand il y a une chirurgie urgente, vous l'opérez, même s'il y a un risque d'hémorragie, parce que ça va de son pronostic vital. Si vous le laissez, il va mourir. Il faut mieux lui donner une chance et l'opérer. Peut-être qu'il ne va pas trop saigner, peut-être qu'en transfusion, vous allez jubiler l'urgence, sans le laisser. Mais si vous allez le laisser, c'est fait une péritonite et vous le laissez, il va mourir. Donc, vous allez l'opérer de sa péritonite en lui donnant du sang total. Vous prenez un risque, vous lui donnez au moins une chance. Même si c'est une chance sur 99, il faut tenter cette chance et ne pas rester les bras croisés. Mais docteur, héparine aussi expose au risque hémorragique. Bien sûr, elle expose au risque hémorragique. C'est l'intérêt de donner de l'héparine. C'est-à-dire, c'est parce que je vous ai dit, quand on donne un traitement anticoagulant, que ce soit par les AVK ou par l'héparine, c'est que le risque thromboembolique chez votre patient est élevé. On donne un traitement anticoagulant pour éviter ce risque thromboembolique, sans l'exposer au risque hémorragique. Le risque hémorragique, on l'avait dit, quand on le surveille, quand on donne de l'héparine, on le surveille par le TCK. Si on est au TCK cible, il n'y a pas de raison pour qu'il fasse une hémorragie. Mais on ne va pas l'opérer sous héparine. Je vous ai dit qu'on arrête l'héparine 2 heures avant. C'est-à-dire une fois que l'effet de l'héparine disparaît, parce que son effet est immédiat, et quand on l'arrête, son effet va se dissiper, va disparaître. Donc, quand vous allez opérer votre patient, il ne va plus être sous héparine. Je vous ai dit, soit on arrête 2 heures après, quand il s'agit de l'héparine sodique, ou bien 4 à 6 heures quand il s'agit de l'héparine calcique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'essaie de parler d'une manière schématique. D'ailleurs, je vous ai donné trop d'informations et je vois qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Docteur Baradaï, Docteur Frarma et Docteur Hajer, est-ce que vous avez compris? Est-ce que j'ai répondu premièrement à votre question? Ok, très bien. Donc, bien sûr, quand le patient, vous avez arrêté l'héparine, vous l'avez opéré, et bien sûr, vous allez, après l'opération, vous allez réintroduire votre héparine. L'AVK, vous allez l'introduire le plus tôt possible, tout dépend du type de la chirurgie. Est-ce qu'il s'agit d'une chirurgie urgente ou la non urgente? Est-ce qu'une chirurgie qui saigne beaucoup ou qui saigne pas beaucoup? Tout dépend donc du terrain et de la maladie. On a une complication avec un type d'antivitamine K qui est le flendion, qui est la nécrose cutanée. Heureusement pour nous, cette antivitamine K n'est pas commercialisée. Elle est favorisée par les patients qui ont un déficit en protéine C et qui donne une nécrose cutanée qui peut être délétère, mortelle dans presque tous les cas. Donc, on ne l'a pas vu chez nous parce qu'on n'a pas ce type d'antivitamine K. J'espère que vous avez compris les antivitamines K. J'ai fait un rappel sur les antiagrégants plaquettaires, sur l'héparine. J'ai parlé des antivitamines K et leur surveillance. Je vous ai dit que les antivitamines K, leur surveillance se faisait par l'IMR.
l'INR, donc, et ajuster cet INR en fonction de la pathologie sous-jacente à une fenêtre thérapeutique ou la dose cible. Comme vous avez vu, donc l'INR, quand un patient il est sous antivitamine K, il doit surveiller son INR. Cette surveillance, comment elle se fait? Pour nous, le Syntran, c'est toutes les 72 heures jusqu'à obtenir la dose cible. Une fois qu'on est arrivé à la dose cible, le lendemain, il va refaire son INR pour confirmer qu'il est toujours. Une fois qu'on a confirmé qu'il est à la dose cible, il doit refaire son INR toutes les 3 semaines. Ça, c'est contraignant pour les patients. Croyez-moi, voir une vieille dame venir tous les mois, si ce n'est pas tous les jours, refaire son INR et se faire piquer pratiquement tout le temps pour faire son INR, c'est un traitement quand même qui est lourd et qui n'est pas supporté par tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour faire leur INR et c'est pas tout le monde qui peut déplacer un infirmier à la maison pour faire le prélèvement, faire son INR, puis par la suite prendre contact avec le médecin pour ajuster les doses. C'est pour ça qu'on a pensé à rechercher un traitement anticoagulant qui ne soit pas par voie injectable comme l'héparine, qui se prend par voie orale, mais qui ne nécessite pas de surveillance. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants ou les anticoagulants oraux directs, les AOD, les anticoagulants oraux directs. Donc, les anticoagulants oraux directs inhibent de façon spécifique le facteur de coagulation activé qui sont, on a 2 facteurs qui sont inhibés par des anticoagulants oraux directs, la thrombine, le facteur 2, ou bien le facteur 10A, le facteur de Seward, ce qu'on appelle l'hexaban. Donc, tous les médicaments qui inhibent le facteur 2, ils se terminent par le gatran, vous avez le dabigatran, et ceux qui inhibent le facteur 10, c'est ce qu'on appelle l'hexaban. Bien sûr, on a plusieurs types d'hexaban. Donc, par opposition aux AVK qui exercent une inhibition indirecte des facteurs vitamino K dépendants, les anticoagulants oraux inhibent de manière spécifique les facteurs 2 ou le facteur 10. Donc, on les utilise à dose fixe et qui ne nécessitent pas, c'est ça leur avantage, ils sont utilisés par voie orale et ils ne nécessitent pas un suivi biologique, un contrôle biologique. Donc, pas de surveillance, on ne demande pas l'INR, on ne demande pas. En fin de compte, on ne peut pas les surveiller. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de surveillance biologique. Leur délai d'action est rapide. Rappelez-vous bien, on avait dit que les anticoagulants, c'était l'héparine seule avait une action rapide, mais maintenant, on a un autre anticoagulant qui a une action rapide, ce sont les AOD. Donc, si vous voulez anticoaguler rapidement, soit vous donnez les AOD, soit vous donnez l'héparine. Donc, pourquoi? Parce que leur délai d'action, elle est rapide, il est de 2 à 3 heures et permet de s'affranchir de la nécessité d'un relais par l'héparine. Aussi, leur demi-vie d'élimination, elle est rapide, donc ce qui diminue le risque hémorragique. Il faut faire très attention, les AOD ne peuvent pas donner à n'importe quel patient. Par exemple, si vous avez un patient cachectique, si le poids est inférieur à 45 kg, ça devient une contre-indication. L'insuffisance rénale est aussi une contre-indication aux AOD. Et donc, les interactions médicamenteuses qui nécessitent une adaptation de posologie. Là, vous avez les différents types les anti-2A, le dabigatran, qui est commercialisé sous le nom de Pradaxa, et vous avez les anti-10A, les Xaban, on a le Rivaroxaban, c'est le Xarelto. Chez nous, on a un générique du Rivaroxaban, du Xarelto plutôt, qui est le Trombix. Le Trombix ou le Xarelto aussi existe 2 présentations, des comprimés de 10 et des comprimés de 20 mg. On a aussi d'autres anticoagulants oraux directs. Vous avez l'Ilexis et le Lixiana, l'Apixaban et l'Edoxaban. Donc, si on vous demande de citer 2 types d'AOD, vous pouvez citer le Rivaroxaban, l'Apixaban. Pour moi, ils sont simples à apprendre. Les anti-10A. Donc, il faut vous rappeler que ce sont des anticoagulants oraux directs. Ils agissent rapidement. Ils ont une action anti-10A et qui ne nécessite pas une surveillance. Là, je vous ai mis un tableau pour faire la comparaison entre l'action des AVK et des AOD. Bon, ça vous pouvez consulter plus tard, c'est pas important.
Aussi, là, je vous ai mis un petit résumé sur les différentes AVK, leur délai d'action et leur élimination qui est surtout rénale. Vous voyez, pour le dabigatran, le Pradaxa. Pour le Xarelto qui est disponible chez nous, je vais le citer que lui parce que c'est lui qui nous intéresse. Il a une action directe anti-10A. Donc, il se trouve dans la circulation biodisponibilité de pratiquement 100%. L'élimination hépatique et rénale. L'antidote, ça c'est très important. On a l'antidote de Xarelto. Je ne sais pas s'il est disponible en pharmacie, en tout cas pas chez nous. Par contre, le dabigatran, le Pradaxa, il a un antidote qui est le Praxbend. Ce sont des molécules, ce sont des immunoglobulines qui inhibent l'action des AOD. Ils coûtent cher, donc l'antidote, il coûte très cher, vraiment cher. Là, vous avez le risque de saignement et le risque thromboembolique. Vous avez le score de Schatz-Vask, bien sûr. Vous connaissez Dr. Rousseau. Il m'a dit qu'il connaît très bien le score de Schatz-Vask. Là, un petit rappel sur le score de Schatz-Vask. Vous vous rappelez sur le score de Schatz-Vask? Oui. Oui. Voilà. Et le score, comment calculer le score hémorragique? Hasblad. Très bien. C'est le score de Hasblad. Très bien. En plus, Dr. Garmit, elle me l'écrit très bien. Sans faute d'orthographe. Anticoagulants oraux directs, donc leur indication, bien sûr, ils ne sont pas validés dans toutes les indications. On les utilise en cas de FA non valvulaire, c'est-à-dire quand la FA n'est pas sur une prothèse mécanique, parce que les Américains, même la bioprothèse, ils la comptabilisent comme une FA valvulaire. Donc, les AOD, on les donne dans les FA non valvulaires. Qu'est-ce qu'on attend par valvulaire? C'est les prothèses et le rétrécissement mitral. Les prothèses mécaniques et le rétrécissement mitral. Quand vous avez une insuffisance mitrale sur FA, il parle d'une FA non valvulaire. Donc, ce sont les deux conditions pour lesquelles on parle d'une FA non valvulaire. Bien sûr, on les met sous AOD. Les recommandations de 2016 de l'European Society of Cardiology, c'est l'homme, c'est un homme, c'est le score, il est supérieur. Le score de Schatz-Vask, c'est les anticoagulants, chez la femme, à 3. Donc, de première intention, les AOD, de deuxième intention, les AVK. Comme chez nous, malheureusement, les AOD sont très chers, ils coûtent très cher. La boîte va aller jusqu'à 6 000 dinars pour le générique et 1 million de centimes, pas 1 million de centimes, j'exagère, pour 10 000 dinars, voire plus, 10 200 dinars, il me semble, ou 12 000 dinars pour le Xarelto, qui coûte vraiment très cher. Donc, on ne peut pas se permettre de donner les AOD de première. Bien sûr, on a obligation de moyens. On dit aux patients, voilà ce qu'il y a sur le marché. La FA non valvulaire, c'est pour Dr. Bradag. La FA non valvulaire, c'est une FA qui survient sur une prothèse valvulaire, une prothèse mécanique ou biologique, et FA aussi qui survient sur un rétrécissement mitral. C'est ce qu'on appelle la FA valvulaire. Aussi, donc, je vous ai dit, les indications des AOD, c'était sur la FA non valvulaire. Donc, vous avez une FA non valvulaire, vous faites le score de Schatz-Vask, et en fonction du score de Schatz-Vask, vous voyez, si c'est un homme, c'est supérieur à 2, vous pouvez donner de l'AOD. Si c'est une femme supérieure à 3, vous donnez votre AOD. Mais aussi, dans la maladie thromboembolique veineuse, dans la thrombose veineuse, on peut utiliser les AOD, par exemple, pour le Xarelto qui est disponible chez nous, on donne 15 mg 2 fois par jour pendant 21 jours, puis 20 mg tous les jours
je ne sais pas, pendant normalement 6 mois, ou s'il y a une cause, s'il n'y a pas une cause, c'est à vie. Par contre, le dabigatran et l'apixaban ne sont pas validés dans cette indication. Donc, quand est-ce qu'on donne les AOD? Quelles sont les indications des AOD? Donc, quand on a un INR labile sous AVK, c'est-à-dire on n'arrive pas à maintenir un INR cible de notre patient, malgré une bonne observance, malgré que le patient prend son traitement d'une manière régulière, comme on lui a conseillé, pas d'interaction, mais on n'arrive pas à obtenir l'INR cible. Deuxième indication, c'est quand il y a une contre-indication, bien sûr, aux antivitamines K, ou bien qui sont mal tolérées. Enfin, chez les patients qui ne peuvent pas, je vous ai dit que c'est les patients qui ne peuvent pas surveiller leur traitement, les patients non compliants à la surveillance, mais des patients qui habitent des régions éloignées dans la montagne ou dans le désert qui ne peuvent pas faire leur INR, ou bien chez les patients qui ont une petite insuffisance mentale, donc qui ne peuvent pas faire aussi leur INR. Donc, si on vous demande les indications des AOD, INR labile, contre-indication aux AVK, patients non compliants à la surveillance. Bien sûr, quand vous donnez les AOD, il faut faire très attention à la fonction rénale. Je vous ai dit, quand il y a une insuffisance rénale, ça devient une contre-indication aux anticoagulants oraux directs, les AOD, qui ont une action, donc anti-2A ou anti-10A. J'espère que vous avez bien compris ce cours. Là, c'est un résumé sur tout ce que je viens de dire sur les anticoagulants et les antivitamines K. Bien sûr que pour les NACO, ce sont les anticoagulants oraux directs. Quand je dis les inhibiteurs de la thrombine, ce sont les inhibiteurs de l'anti-2A, thrombine c'est le facteur 2, et les inhibiteurs du facteur 10. Pour les héparines, on a parlé. Pour les héparines, on avait parlé des héparines non fractionnées et les héparines de poids moléculaire. Les apparentés aux héparines, les héparanoïdes, je vous ai montré, rappelez-vous, ceux qui ont juste la petite chaîne rouge jaune, les petites molécules jaunes qui se fixent sur l'antithrombine 3, ce sont les apparentés aux héparines qui ont un fort potentiel anticoagulant. On a parlé des antivitamines K et enfin, j'ai parlé des NACO ou des anticoagulants oraux directs. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder le dernier chapitre? Je sais que vous êtes fatigués, mais Inch'Allah, on va terminer bientôt. Il ne reste pas grand-chose. J'ai essayé de simplifier au maximum, de ne pas trop rentrer dans les détails, parce que je sais ça vous fatigue. Pas de questions? Donc, on peut continuer? OK. Je ne vois pas de questions. Donc, on peut continuer. Les thrombolytiques. Bien, rappelez-vous les 3 phases de la coagulation. On a la hémostase primaire, la coagulation proprement dite et la thrombolyse physiologique. Les 3 phases donc, existent en même temps, ils sont physiologiques. Les facteurs de la fibrinolyse physiologique de l'organisme. Donc, dans notre organisme, dans notre plasma, on a des facteurs qui vont favoriser la lyse de ce caillot sanguin. Et pour laisser place à la cicatrisation, on avait dit que cette lyse se faisait en 48 à 72 heures et ce sont des facteurs donc, qui circulent dans le plasma. Cette lyse se fait grâce à une molécule à une enzyme qu'on appelle la plasmine. La plasmine, elle est synthétisée à partir de son précurseur qui est inactif, synthétisé dans le foie, qui est le précurseur, c'est le plasminogène. Donc, le plasminogène, synthétisé dans le foie, qui va circuler dans le sang. Donc, cette plasminogène, sous certaines conditions, est transformée en plasmine et c'est la plasmine qui va permettre cette lyse, cette destruction du fibrinogène, de la fibrine, donc qui sera dissoute. Donc, la conversion de plasminogène en plasmine se fait grâce à d'autres activateurs, à plusieurs activateurs. Le plus important, c'est l'activateur tissulaire du plasminogène. L'activateur tissulaire du plasminogène. Ça, c'est très important à connaître parce que c'est lui qu'on utilise comme médicament.
Donc, c'est le principal activateur. Il est synthétisé et stocké dans les cellules endothéliales des vaisseaux. Rappelez-vous bien, je vous ai dit que les vaisseaux sont tapissés par un endothélium et cet endothélium, il synthétise beaucoup de substances. Je vous ai parlé de monoxyde d'azote, je vous ai parlé de la prostacycline. Eh bien, il sécrète aussi du plasminogène, plutôt l'activateur du plasminogène, le TPA. Donc, une fois qu'il y a une brèche, que ce tissu est lésé, il va donc être libéré au niveau de la circulation sanguine. Mais il y a aussi d'autres conditions dans lesquelles il est libéré, l'exercice physique, l'anoxie, la stase, l'acidose, l'adrénaline. Je ne vous demande pas d'apprendre tout ça, ça c'est de la culture générale. Donc, il peut être synthétisé par génie génétique, et ce qui donne le traitement qu'on utilise dans la thrombolyse. Donc, utilisé comme médicament thrombolytique parce qu'il va transformer le plasminogène en plasmine et la plasmine qui va scinder, qui va couper les molécules de fibrine. Comment il agit? Bon, c'est aussi, j'ouvre une petite parenthèse à titre culturel, à titre d'information. Donc, vous avez le facteur tissulaire plasminogène qui va se fixer sur une molécule de fibrine. C'est sur cette molécule de fibrine va se fixer aussi le plasminogène. Donc, une fois que le plasminogène est fixé à côté de l'activateur tissulaire du plasminogène, ce TPA va cliver la molécule du plasminogène en deux molécules dimériques qui sont reliées par un pont désulfure. Et une fois qu'il est scindé le plasmine, ce qu'on appelle en fait la plasmine, c'est elle qui va détruire la fibrine sur laquelle elle s'est accolée. Donc, il faut déjà la présence de la fibrine pour que le facteur tissulaire puisse agir. Donc, la fibrine se fixe avec le facteur tissulaire activateur va se fixer avec le plasminogène sur une molécule de fibrine et ce facteur tissulaire activateur va scinder la molécule de plasminogène en molécule de plasmine et c'est cette plasmine qui va détruire la fibrine. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est trop détaillé. Donc, la pro-urokinase, donc on a l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est le plus important, ce que vous devez retenir. Il y a un deuxième facteur, c'est la pro-urokinase. Comme le nom l'indique, l'urokinase, donc elle se trouve dans les urines. Donc, elle est synthétisée par le foie, pas par le foie, l'urine, donc par le rein. Elle est synthétisée par le rein sous une forme inactive qui est la pro-urokinase. Donc, et elle est transformée en urokinase grâce à l'action de la plasmine. Donc, vous avez l'activateur tissulaire du plasminogène qui permet donc d'avoir de la plasmine, transformer le plasminogène en plasmine. Vous avez la pro-urokinase qui est transformée en urokinase. Urokinase est une protéine inactive, scindée en deux, protéine inactive et urokinase. Et cette urokinase qui va, bien sûr, sous l'action de la plasmine, qui va avoir un effet thrombolytique, fibrinolytique. Donc, l'urokinase, elle est synthétisée par le rein et éliminée dans les urines. On l'utilise aussi comme traitement thérapeutique. Avant, elle était trop utilisée. Actuellement, on l'utilise plus. On utilise surtout le facteur tissulaire activateur du plasminogène. Vous avez le facteur 10A et le kallikrein qui sont aussi un rôle de thrombolytique. La streptokinase, c'est un activateur médicamenteux. La streptokinase, elle est extraite du streptocoque bêta-hémolytique et qui a aussi un rôle thrombolytique ou plasmique qui permet donc l'activation fibrinolytique qui permet donc l'activation de la plasmine. Vous avez au moins 5 facteurs donc, qui interviennent dans la destruction de ce caillot sanguin en détruisant la fibrine. Bien sûr, la dégradation de la fibrine donne les dédimères. Par contre, la dégradation de la fibrine dissoute, le fibrinogène, va donner les produits solubles, les produits non solubles. La destruction du fibrinogène et de la fibrine va vous donner les dédimères. Donc, les thrombolytiques transforment le plasminogène inactif en plasmine
La plasmine est à l'origine de l'activité de lyse de thrombus dans l'organisme. Le principal rôle est de détruire la fibrine formée à partir de plusieurs molécules de fibrinogènes au sein du thrombus. Maintenant, les agents thrombolytiques. On a de première génération, la streptokinase, comme je vous l'ai dit, elle est extraite des streptocoques bêta-hémolytiques. Actuellement, n'est plus utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle est fortement immunogène. Avant, quand on l'a donnée, on était obligé de donner des corticoïdes 100 mg d'HHC avant de l'injecter parce qu'on avait peur du choc anaphylactique. Et il y a aussi l'urokinase qui peut donner l'hypotension transitoire, que ce soit avec le streptokinase ou l'urokinase. Ce sont des thrombolytiques de première génération qui ne sont plus actuellement utilisés. En tout cas, chez nous, on les utilise plus. On utilise les thrombolytiques de deuxième génération, qui est l'activateur tissulaire du plasminogène, l'activise, le nom commercial. Et vous avez la ténectéplase, la métallyse. On a deux grands, il y en a trois, mais j'ai cité que deux, l'actilyse et la métallyse. Ce sont des thrombolytiques de deuxième génération. Donc, leur administration se fait par voie intraveineuse à la seringue électrique. La demi-vie de la ténectéplase, c'est-à-dire de la métallyse, est relativement longue, 25 minutes, et permettent une administration simplifiée en un seul bolus. Donc, quand vous utilisez donc la métallyse, on utilise un bolus, on prend une seringue normale, une voie veineuse, un petit bolus, et on l'injecte doucement au bout de 5 à 10 minutes, et on a thrombolysé. C'est elle qui est utilisée, la thrombolyse à domicile chez les patients, parce qu'ils ne vont pas mettre une seringue électrique. Par contre, donc le plasminogène ou l'actilyse, donc il nécessite une voie d'administration et une seringue électrique. Les indications. Quand est-ce qu'on utilise la thrombolyse en urgence? On utilise donc dans le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. S'il n'y a pas de sus-décalage, on ne peut pas utiliser les thrombolytiques. Donc, on ne peut utiliser la thrombolyse qu'en cas de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST, prise en charge idéalement dans les 3 premières heures. J'ai pas posé, je vais revenir sur l'indication. Donc, la thrombolytique de choix est la ténectéplase à la posologie de 0,53 mg par kilogramme en un seul bolus. Donc, c'est la métallyse qu'on utilise à la dose de 0,53 mg par kilogramme en un seul bolus. Ça, c'est surtout utilisé dans la phase préhospitalière. Je vais vous dire ça aussi dans le syndrome coronarien. Normalement, on n'a pas le droit de thrombolyser si on a une salle de cathé à côté, parce que les études ont montré la supériorité de l'angioplastie primaire sur la thrombolyse. Si vous pouvez envoyer votre patient dans une salle de cathétérisme cardiaque, vous avez un délai de 2 heures en général, 120 minutes. Vous voyez, par exemple, si vous habitez Blida, là, on va dire que vous êtes à Boufféry, vous dites, est-ce que je thrombolyse ou je l'envoie dans une salle cathé? Boufféry, Alger, ça prend pas quand même 2 heures. Donc, il faut l'envoyer dans une salle de cathétérisme cardiaque et ne pas le thrombolyser. Par contre, si vous êtes dans une région éloignée où vous voyez le temps qu'il arrive dans une salle de cathétérisme va mettre beaucoup de temps, il faut le thrombolyser. Et dans ce cas-là, vous utilisez la ténectéplase ou la métallyse en bolus. Deuxième indication, c'est l'embolie pulmonaire massive avec choc cardiogénique. On n'utilise pas la thrombolyse dans n'importe quelle embolie pulmonaire. On peut faire une embolie pulmonaire, mais qui ne s'accompagne pas d'état de choc ou d'hypotension. Donc, chaque fois que l'embolie pulmonaire s'accompagne d'une hypotension, c'est-à-dire d'un collapsus, d'une tension artérielle moins de 90 mm de mercure, ou bien d'un état de choc, c'est-à-dire hypotension plus les signes d'hypoperfusion périphérique, refroidir des membres, cyanose, oligoanurie, là, vous êtes dans l'obligation de thrombolyser votre embolie pulmonaire. Dr. Zoug va revenir en long et en large sur les indications de l'embolie pulmonaire. Donc, le thrombolytique de choix est l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est l'actilyse. Là, vous utilisez l'actilyse dans l'embolie pulmonaire à la posologie de 10 mg en bolus intraveineuse, puis 90 mg sur 2 heures en intraveineuse, donc à la seringue électrique. Donc, la métallyse pour le syndrome coronarien aigu, l'actilyse pour l'embolie pulmonaire. Ça, c'est très important de se rappeler quels sont les thrombolytiques en fonction de la pathologie. Troisième pathologie pour laquelle on l'utilise, c'est l'AVC ischémique à sa phase plégique, c'est-à-dire
l'AVC qui est vu avant les 3 premières heures de la phase plégique. Et là aussi, on utilise l'activateur tissulaire du plasminogène, l'actilis, comme dans l'embolie pulmonaire. Donc, l'AVC, c'est-à-dire c'est une fois vous avez un patient qui a une lourdeur à la main ou là qui ressent une chute de la langue ou une paralysie, il faut aller rapidement dans un centre pour le thromboliser. Ce qu'ils appellent en Europe stroke unit, les unités d'AVC. Chez nous, on avait 2 unités, une à Bab el-Oued et une à Mustapha Bacha, mais je pense que l'unité de Bab el-Oued n'est pas opérationnelle. Donc, si vous avez un patient qui fait un AVC, il ne faut pas perdre du temps de le renvoyer les autres structures hospitalières. Il faut l'envoyer rapidement au CHU de Mustapha pour qu'il soit thrombolisé. Je vais vous dire que bon, il faut des conditions pour thromboliser. Il faut une unité d'AVC, stroke unit. C'est pour ça qu'il faut un cardiologue, il faut un neurologue, il faut un réanimateur et bien sûr un radiologue pour faire l'IRM ou le scanner avant et après la thrombolyse pour permettre aux patients de récupérer rapidement. Donc, cette thrombolyse doit se faire dans les 3 premières heures. Je répète, elle doit se faire dans les 3 premières heures le plus tôt possible. Plus vous tardez, plus le risque, parce que n'oubliez pas que dans l'AVC ischémique, il y a une transformation hémorragique et donc ça devient une contre-indication à la thrombolyse. Donc, 2 heures pour le syndrome coronarien aigu, si vous avez 2 heures de temps pour envoyer salcaté, envoyez salcaté. Si vous voyez que pour l'envoyer salcaté, ça dépasse 2 heures, thrombolisé. Et dans ce cas-là, vous utilisez la métalyse à la dose de 0,53 mg par kilogramme. L'embolie pulmonaire, compliquée d'un choc cardiogénique, c'est l'actilis, c'est le facteur tissulaire, l'activateur tissulaire du plasminogène. Et dans l'AVC ischémique. Il reste une dernière indication, c'est la thrombose de prothèse mécanique. Quand vous avez une thrombose de prothèse mécanique, bien sûr, totale, avec un OAP massif et réductible, ou bien des lipothymie et des syncopes à répétition, idéalement, c'est une indication à la chirurgie en urgence. Vous devez l'envoyer votre patient pour une ombélectomie ou une thrombectomie en chirurgie. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas l'envoyer en chirurgie, là, vous pouvez le thromboliser pour sauvetage. Ce n'est pas une indication de première intention. Je l'ai mis juste pour que vous sachiez qu'on peut thromboliser une prothèse mécanique qui est thrombosée. Mais si on vous demande quelles sont les indications de la thrombolyse en urgence, au lieu de citer 2, vous citez le syndrome coronarien aigu, avec bien sûr sus-décalage persistant. Je n'ai pas rajouté le nom persistant, mais c'est très important parce qu'il y a un sus-décalage non persistant qui n'est pas une indication. Il faut répondre le syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage persistant du segment ST, idéalement dans les 3 premières, le plus tôt possible, l'embolie pulmonaire compliquée d'un choc cardiogénique, l'AVC ischémique, et la dernière indication, c'est selon. En tout cas, les 2 premières, les 3, vous devez les citer. La 4e indication n'est pas une indication de première intention, parce que l'indication de première intention est toujours la chirurgie. Bien sûr, il faut faire très attention aux contre-indications de la thrombolyse. On ne thrombolise pas tout venant. Il faut voir très bien les contre-indications. Chaque fois qu'il y a un saignement, vous avez un doute sur un saignement, ça devient une contre-indication absolue. Quelles sont ces contre-indications? Eh bien, une chirurgie récente, un patient qui vient de sortir d'une chirurgie récente, un AVC hémorragique. Un AVC hémorragique, ça devient une contre-indication absolue. Un AVC ischémique qui date de moins de 6 mois. Une dissection de l'aorte, un épanchement péricardique, une ponction artérielle non compressible, un problème néoplasique, une tumeur par exemple du cerveau. Tout ça, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Pour la femme enceinte, actuellement, là, elle est mise dans les contre-indications absolues, mais récemment, elle a été mise dans les contre-indications relatives. La grossesse n'est pas une contre-indication absolue à la thrombolyse. La grossesse est une contre-indication relative à la grossesse. On vous dit que l'HTA sévère, non contrôlé, l'HTA aussi n'est pas une contre-indication absolue. L'HTA, quand il y a des chiffres élevés, on essaie d'abaisser
les chiffres tensionnels et on a les moyens d'abaisser les chiffres tensionnels et thromboliser notre patient. Bon, le problème, c'est que quand on a un patient qui a fait une injection intramusculaire, il est dans une structure d'urgence, il a j'ai douleur au niveau de l'épigastre, ils vont lui donner donc l'interne de garde va lui donner du spasfon ou la paroi intramusculaire. Au MAC, le patient a toujours mal, il vient vous consulter et vous faites un ECG, vous trouvez qu'il fait un infarctus du myocarde, vous devez le thromboliser, mais bon, il a reçu une injection. Le problème, c'est que quand on a une injection intramusculaire, il y a le risque de saignement et croyez-moi, on a perdu des patients parce qu'on a thrombolisé après une injection intramusculaire parce qu'il y avait un hématome fessier très important qu'on ne pouvait pas juguler. Mais la littérature, on nous dit que l'injection intramusculaire, moins de 48 heures, c'est une contre-indication relative. Mais idéalement, il faut le transférer dans une salle de cathétérisme pour l'angioplastie. Mais si vous n'avez pas le choix, vous pouvez le thromboliser. Donc, voici les contre-indications absolues et relatives de la thrombolyse. Revenons sur l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est le syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde. Donc, le diagnostic le plus souvent préhospitalier, quand ils ont le SAMU, quand le SAMU fait le diagnostic de ST+, eh bien, il fait la thrombolyse à domicile. Docteur, c'est quoi la différence? Docteur Gassem me demande, c'est quoi la différence entre la thrombolyse et la fogartisation? Déjà, c'est très bien, vous écrivez très bien thrombolyse et fogartisation, ça me fait énormément plaisir. La différence, docteur, eh bien, elle est simple. La fogartisation, rappelez-vous bien, elle est mécanique. On utilise un instrument, une tige métallique, pour retirer le thrombus. On retire l'ensemble du thrombus. Tandis que la thrombolyse, c'est un moyen pharmacologique. On utilise un produit médicamenteux qui va aller liser, détruire la fébrine pour libérer les plaquettes et dissoudre le caillou. Donc, c'est pas du tout le même mécanisme. La fogartisation, c'est pour l'ischémie aiguë d'un membre, rappelez-vous bien, qui est faite par les chirurgiens, la chirurgie vasculaire, puis par la suite, on prend le relais par le traitement par l'héparine, tandis que la thrombolyse, elle se fait très bien, docteur Jouadi. Le docteur Jouadi vous dit, la fogartisation est instrumentale, par contre, la thrombolyse est médicamenteuse. Donc, vous voyez que ce n'est pas la même chose. J'espère que docteur Hajar Gassem, j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que vous avez saisi la différence? Très bien. Donc, on peut continuer. Donc, la thrombolyse, elle est indiquée dans l'infarctus. Quand je dis l'infarctus, on ne parle plus d'infarctus, on parle de syndrome coronarien aigu ST+, avec sus-décalage persistant du segment ST, lorsque l'angioplastie ne peut pas être réalisée dans les 120 minutes, dans les 2 heures. Parce qu'avant, c'était 1h30, 90 minutes pour voir l'intérêt de l'angioplastie, parce que toutes les études ont montré la supériorité de l'angioplastie. L'angioplastie, c'est quoi? Je vous ai montré c'est quoi le dessin. C'est ouvrir l'artère. C'est le même principe de la fogartisation, mais au lieu de se faire dans les artères coronaires, dans les artères périphériques, elle se fait dans les artères donc, on a l'artère coronaire, on a le thrombus qui obstrue. Angios, ça veut dire vaisseau. Plastie, ça veut dire réparation. Donc, réparation du vaisseau. Angioplastie. Là, angioplastie du vaisseau coronaire, du vaisseau du cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, vous avez un thrombus qui est obstrué, qui ferme toute l'artère. On fait pénétrer une tige métallique, comme on a vu pour la fogartisation. Cette tige traverse l'artère coronaire. Oui, voilà. Cette tige, elle est munie d'un ballon qui est dégonflé, qu'on appelle déflaté, sur lequel il y a un stent. En fait, bon, c'est pas, je vais pas vous expliquer la procédure. En gonflant le ballon, donc il va chasser les thrombus de part et d'autre de la paroi
Et donc, quand on va gonfler, donc il va ouvrir l'artère et il va s'étaler donc de part et d'autre de donc vous allez trouver votre stent. Donc, de part et d'autre, il va ouvrir la lumière vasculaire, il va permettre la circulation du sang. C'est ça l'angioplastie. Donc, c'est faire rentrer un ballon à l'intérieur du thrombus, puis le gonfler pour écraser le thrombus de part et d'autre de la paroi. J'espère que vous avez bien compris l'angioplastie primaire. Docteur Djouadi me pose la question, est-ce que le ballon est muni d'un stent? C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en général, à la phase aiguë, quand on commence toujours par un ballon pour voir la lésion. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait rentrer une tige sur laquelle est surmonté un ballon seul, pas d'un stent. On ouvre l'artère, puis on voit la plaque où est-ce qu'elle est. Ça va nous permettre de situer la plaque. Une fois qu'on a vu la plaque, on fait rentrer le stent. Le stent, il est toujours sous un ballon, parce qu'on ne peut pas apposer le stent sans ballon. Quand on voit la lésion coupable, c'est-à-dire la plaque qui s'est rompue, on va vers la plaque et on va poser notre stent. J'espère que vous allez reprendre, ou là, même si vous ne reprenez pas, j'espère que vous allez passer dans une salle de cathétérisme cardiaque pour voir en direct le stent. Est-ce que vous avez compris, docteur Djouadi? Est-ce que au moins j'ai répondu à votre question? Mais allez, si je n'ai pas répondu, vous pouvez parler. Très bien, merci. Donc, après réouverture d'une artère coronaire à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde, il faut voir son ECG. Quels sont les signes de la reperfusion? Quels sont les signes électriques de l'ouverture de l'artère? Si les signes, bien sûr, le premier signe, c'est la régression de la douleur. Là, je parle des signes électriques, mais les signes cliniques. Au début, vous allez une exacerbation. Le patient aura très mal, très mal. La douleur va s'accentuer, puis elle va céder. Donc, c'est un bon signe de reperfusion des artères coronaires. Donc, les signes de succès de votre reperfusion coronaire avec la thrombolyse, c'est la réduction de plus de 50% de sus-décalage du segment ST dans la dérivation la plus atteinte, c'est-à-dire là où le sus-décalage était le plus important, à la 60e minute, c'est-à-dire après 1 heure d'un traitement thrombolytique. Ou bien la réduction de plus de 70% de la sonde de sus-décalage du segment ST entre 90 et 180 minutes. L'apparition d'une onté inversée dans les 2 heures suivant une thrombolyse. Donc, vous voyez, donc, à la première heure, on a réduction de 50%. Là, après, dans la deuxième heure, 2 heures après, inversion de l'onté. Et enfin, la survenue d'arythmie ventriculaire dans le rythme idioventriculaire accéléré, indiquant une reperfusion coronaire. Le rythme idioventriculaire accéléré, c'est quoi? C'est une tachycardie ventriculaire lente. Et ça témoigne de la reperfusion. C'est le premier signe qui apparaît. Dès que vous ouvrez l'artère, vous allez avoir une petite TV. Il ne faut pas avoir peur pour cette tachycardie ventriculaire lente. Maximum. Bon, il y a la RIVA, ce qu'on appelle RIVA, rythme idioventriculaire accéléré. Il y a la RIVA lente, il y a la RIVA rapide. Et dès que vous voyez une tachycardie ventriculaire, vous êtes assuré que votre artère est réouverte. Et donc, c'est un bon signe. À noter aussi qu'une majoration transitoire de sus-décalage du segment ST est possible lors de la réouverture de l'artère. On peut avoir une exagération au début de sus-décalage, puis régression de sus-décalage du segment ST, notamment avec les thrombolytiques. Revenons à l'embolie pulmonaire. Les indications donc dans la thrombolie dans l'embolie pulmonaire. Bien, on a vu que l'embolie pulmonaire, il y a réduction de la mortalité de 55% quand il y a un arrêt cardiaque
ou bien il y a une hypotension ou choc cardiogénique. Dans les autres cas, on n'a pas trouvé de bénéfice. Là, vous voyez donc la mortalité. Donc, quand il y a une ressuscitation cardiopulmonaire, la mortalité donc de 64,8%. D'où le bénéfice donc de donner donc de thromboliser une embolie pulmonaire massive. Bien sûr, parce qu'il y a toujours en contrepartie le risque hémorragique. C'est pour ça qu'on pèse le pour et le contre. Quand on a un bénéfice très important, on la donne. Quand le bénéfice n'est pas important, on ne la donne pas. Donc, après un arrêt cardiopulmonaire ressuscité, la mortalité, elle est très importante, 64,8%. Par contre, quand vous avez un choc cardiogénique, la mortalité, elle est faible, de 24,5%. Et quand vous avez un collapsus, la mortalité, elle est de 15,2%. C'est pour ça qu'elle est réservée seulement dans l'embolie pulmonaire massive, c'est-à-dire compliquée d'un collapsus ou bien d'un état de choc. Quel fibrinolytique? On avait dit que c'était l'activateur tissulaire du plasminogène. C'était le thrombolytique utilisé par excellence. On donne 10 mg en bolus, puis 90 mg. On ne va pas vous demander le schéma. Dans le pire des cas, on va vous demander quel est le thrombolytique utilisé dans l'embolie pulmonaire et l'indication de la thrombolyse dans l'embolie pulmonaire. L'AVC ischémique maintenant. L'AVC ischémique, donc, bénéfice va thromboliser les AVC ischémiques à la phase aiguë, c'est-à-dire à la phase paralytique, à la phase plégique, qui réduit la mortalité et bien sûr les déficits sensitivos moteurs. Indication, c'est dans les 3 heures qui suivent l'apparition des symptômes. Ça, c'est très. Je vous ai dit, il ne faut pas perdre de temps. Dès qu'il y a l'apparition des symptômes, il faut l'envoyer en urgence dans l'unité d'AVC Stroke Unit qui se trouve à Mustapha. Il faut bien sûr vérifier les contre-indications à la thrombolyse. On ne donne pas de traitement antiplaquettaire ni anticoagulant pendant 24 heures parce qu'il y a le risque de transformation hémorragique. Quand vous thrombolysez, vous allez aggraver le risque hémorragique. Donc, il faut que la tension soit inférieure à 185-100 mm de mercure à l'initiation du traitement et pendant 24 heures. C'est un sujet jeune, moins de 80 ans. Les signes neurologiques doivent être évalués et évaluables. Par exemple, le déficit, vous devez scorer votre déficit moteur. Si je me rappelle bien, le score musculaire de 1 à 5. Il y a des scores en neurologie que vous avez. Il faut toujours faire un scanner avant de thromboliser. Il faut qu'il soit normal. C'est-à-dire, on n'a pas encore des signes avec signes d'ischémie sans infarctus multilobulaire. L'indication doit être retenue par un neurologue. Ce que vous devez retenir pour l'AVC ischémique, donc le patient doit être thrombolisé dans les 3 premières heures de survenue des signes cliniques, des symptômes de la paralysie, des signes de déficit neurosensitif. C'est tout. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est pas pour vous. Quelle dose? Bon, avant, on utilisait la streptokinase, mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup de surmortalité à cause du saignement. L'indication, comme pour l'embolie pulmonaire, rappelez-vous bien, seul l'activateur tissulaire du plasminogène, c'est-à-dire l'activise, est indiqué. Dans la cardiopulmonaire, vous avez vu, le taux de mortalité est très important, donc il ne faut pas thromboliser. Quand on a un arrêt cardiopulmonaire ressuscité, est une contre-indication à la thrombolyse. Parce que vous imaginez, donc, quand on ressuscite, c'est massage cardiaque, donc il y a des microtraumatismes. Quand vous faites le massage de votre patient, et donc vous thrombolisez, vous allez augmenter le risque hémorragique de votre patient. La surveillance, on va dire ce qu'on a vu. Donc, dans l'infarctus du myocarde, c'est la diminution-disparition de la douleur, diminution de la disparition du sus-décalage du segment ST, mais là, je vous renvoie à la diapo précédente où j'explique bien les signes d'efficacité de la reperméabilisation de l'artère coronaire. Pour l'embolie pulmonaire, l'amélioration des signes de choc, la diminution ou la disparition des signes d'insuffisance cardiaque droite, la diminution de l'hypoxie. Pour l'AVC, c'est l'amélioration du déficit neurologique. Et c'est la fin de mon cours. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, s'il vous plaît?
Docteur Gassem qui me dit, docteur, donc la thrombolyse est indiquée seulement en cas de pathologie artérielle. Très bien, ça vous avez très bien compris. La thrombolyse est indiquée seulement en cas de pathologie artérielle. Elle n'est pas indiquée dans une pathologie veineuse, sauf pour l'embolie pulmonaire. Vous avez vu quand même qu'on thrombolysait dans l'embolie pulmonaire. Docteur Framra me dit, docteur, s'il vous plaît, pour les agrégants plaquettaires, comment les surveiller? On ne les surveille pas. Donc, il n'y a pas lieu de les surveiller parce que ce sont des tests qui coûtent cher et qui nécessitent beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas lieu de surveiller le traitement par les antiagrégants plaquettaires. Donc, la thrombolyse, pour la pathologie veineuse, on a seulement l'embolie pulmonaire. On ne thrombolyse pas, bien sûr, une thrombophlébite. Une thrombophlébite, c'est l'inflammation de la veine avec constitution d'un thrombus. C'est une indication aux anticoagulants, soit l'AVK, soit l'héparine. Par contre, si le caillot migre au niveau du vaisseau de l'artère pulmonaire, là, il y a une indication de la thrombolyse. Donc, la thrombolyse, elle a pour indication, c'est surtout artérielle, comme les antiagrégants plaquettaires. Les antiagrégants plaquettaires seulement pour les atteintes artérielles. OK, pas de questions. J'attends toujours vos questions. Il nous reste encore 2 minutes. Docteur Farraj me pose la question, docteur Asma Farraj me pose la question, pourquoi en Algérie on ne fait pas beaucoup de thrombolyse en cas d'AVC ischémique? Eh bien, j'allais dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais ce n'est pas une question de moyens. Il faut constituer des unités d'AVC, de stroke unité. Il faut une entente, il faut créer des services où il y a une entente entre réanimateurs, cardiologues, neurologues, et donc, vous voyez quand même, il y a 4 spécialités, neuro, cardio, radio et réanimateur. Donc, vous avez 4 spécialités, il faut qu'ils se mettent d'accord pour faire des gardes, avoir une structure d'AVC pour prendre en charge. Et comme vous savez, là, on ne s'entend pas, parce que le réanimateur va être, c'est moi le chef d'unité, parce que c'est moi qui décide. Le neurologue, non, c'est moi qui pose l'indication. Le radiologue, non, c'est moi qui fais le scanner. Sans moi, on ne pouvait pas travailler. Le cardiologue, bon, les thromboliques, c'est moi qui sais les manipuler. Et ainsi de suite. Donc, on n'arrive pas à créer ces unités parce qu'il n'y a pas, on ne travaille pas dans l'intérêt du patient, mais chacun travaille pour son propre intérêt, malheureusement. Et on n'arrive pas à faire. La grossesse est une contre-indication relative ou absolue. La grossesse est une contre-indication relative. Avant, c'était une contre-indication absolue. Actuellement, la grossesse est une contre-indication relative aux thrombolytiques. J'espère que je vous ai répondu, Dr. Jamal. Je vous en prie. En injection intramusculaire. Qu'est-ce qui se fait en injection intramusculaire? La thrombolyse, non. Je vous ai dit que la thrombolyse, elle se fait par voie intraveineuse. Soit en intraveineuse directe, vous avez vu qu'on pouvait la métallyse, qu'on pouvait l'injecter directement en bolus, ou bien l'actilyse, c'est un bolus suivi d'une dose d'entretien pendant 2 heures. Pourquoi injection? Ben, si on fait une injection intramusculaire, elle va dans les muscles et donc elle va aggraver le risque hémorragique, le saignement dans les tissus. Mais quand par voie intraveineuse, c'est ciblé, elle reste à l'intérieur des vaisseaux, elle sort pas dans les organes. Donc si vous la donnez par voie intramusculaire, vous allez donc tous les organes de vos patients vont saigner. Bien sûr, vous allez avoir des grands hématomes. Non, docteur, pourquoi l'intramusculaire contre-indique la thrombolyse? Ah, parce qu'on n'a pas on ne sait pas, quand on fait une injection intramusculaire, on ne peut pas comprimer l'artère coupable qui a saigné. On ne sait pas quelle artère a été lésée. Par exemple, quand on fait une ponction de l'artère radiale, donc on peut la palper, on peut la comprimer. Mais dans la zone fessière, on ne peut pas savoir quelle artère a été ponctionnée. C'est des artérioles, c'est beaucoup d'artérioles qui ont été ponctionnées et lésées, et donc on ne peut pas les comprimer. Il n'y a pas une compression de l'artériole, c'est-à-dire c'est pas une seule artère qu'on peut comprimer, mais c'est tout un muscle qu'on ne peut pas comprimer malheureusement.
Bien sûr, parce que les artérioles vont saigner, ils sont à l'origine d'un hématome important. C'est la création d'un troisième compartiment. Et donc, l'état de choc hypovolimique du patient, et le patient va mourir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention en cas d'injection intramusculaire. Et Dr. Aïd Bin Amar nous a toujours appris qu'on ne traite pas la douleur si on ne connaît pas son origine. Il faut toujours rechercher l'origine de la douleur avant de la traiter. On ne traite pas le symptôme, mais on traite la cause. Je vous en prie, Dr. Flavin. D'autres questions? J'ai demandé pour votre délégué me demande le cours. Je pensais que j'ai discuté avec le docteur Rezouk, il m'avait dit qu'il va vous les envoyer. Je ne sais pas s'il les a envoyés ou pas encore, mais il m'a dit que voilà, parce qu'il a tous mes cours, il m'a promis de les envoyer, donc je vais lui dire, je vais voir avec lui pourquoi ce retard, sinon j'ai votre mail et je peux vous les renvoyer, il n'y a pas de souci. Je sais, il a tendance à oublier, mais il faut le harceler pour qu'il vous envoie. Pas de souci. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre assistance, votre assiduité, votre participation aussi avec moi. Donc, vous m'avez beaucoup aidé pour ce cours. Je sais que c'est un cours qui a été très, 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 très lent, mais j'ai essayé de faire des petits rappels physiologiques de la pathologie pour vous aider à la compréhension et au mécanisme d'action de la thérapeutique. Et bien sûr, c'est des choses que vous devez connaître, mais pas apprendre. Ce qui nous intéresse, ce sont la thérapeutique, c'est le traitement. Donc, concentrez-vous sur le traitement. S'il y a des questions, il me reste encore quelques cours avec vous. Donc, vous les écrivez et c'est avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions. Encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt, Inch'Allah.